Salut tout le monde, tellement contente de vous retrouver. Alors, c'est notre première de la troisième saison, ben oui, déjà la troisième saison du rapport Boivin. Mon nom, Françoise Boivin. Et c'est notre, je disais ça à l'équipe, à Jean-François et à Jeanne-Sophie, c'est déjà notre 49e épisode du rapport Boivin. S'il y en a de l'actualité dans notre région, ceux qui pensent qu'on est des ticlins, ben pas nécessairement. Par contre, je souriais un peu parce que quand on s'est laissé au mois de mai, à la dernière de la deuxième saison, je vous parlais de quoi? Je vous parlais de la ville de Gatineau, de la citation patrimoniale, on a parlé de l'aréna Gertin, on a parlé d'un paquet d'affaires, on a parlé des chicanes fédérales provinciales avec le pipeline Trans Mountain, on s'est parlé de Trump, je ne sais pas combien de fois, de Québec, l'Ontario qui s'enlignait vers une élection qui était pour causer des surprises. Et aux surprises, je regardais l'actualité des dernières semaines pour qu'on se mette un petit peu au parfum d'un peu tout. Et on revient pratiquement dans du, je ne dis pas du copier-coller, parce que les choses ont soit évolué, malgré qu'en politique, c'est toujours difficile de dire que ça évolue, mais il y a quand même des choses qui ont été complétées, Dieu merci. Alors, on va commencer avec la ville de Gatineau, si vous le voulez bien. Évidemment, le dossier Gertin, on a entendu parler un petit peu. Évidemment, l'émission, on l'enregistre le 13 septembre, alors il y aura peut-être d'autres choses à venir, mais enfin bref. On a entendu parler de quelques dépassements de coûts sur un projet de au-dessus de 100 quelques millions. On parle d'1 million. Moi, je le dis depuis le début, attendez-vous là, que les montants qui sont mentionnés, ça sera un peu plus, mais au moins, on s'est enligné sur un projet. Je ne veux pas être fataliste, puis je veux dire, regardez, c'est pas bien grave qu'il y ait des dépassements de coûts. J'aime toujours mieux que les choses soient telles quelles, mais n'importe qui a fait de la construction dans sa vie ou qui a été près d'un projet de construction, que ce soit une maison, un logement, un commerce, vous le savez, c'est bien difficile de rester tout le temps exactement au coût convenu. Ceci étant, ça a l'air de bien avancer, puis on va espérer une ouverture dans pas si long, comme diraient certains, donc pas si longtemps d'ici. Le dossier qui a fait réagir beaucoup et qui a entraîné quelque chose que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu à la ville de Gatineau en termes de participation citoyenne, ça aurait été le dossier de la citation patrimoniale du quartier du musée, là où il y avait question qu'on installe, que le promoteur Gilles Desjardins parlait d'installer, c'est au Brigil, un projet absolument emballant, autant au niveau du fait d'amener beaucoup de gens au centre-ville, mais aussi il y avait un aspect musée à l'intérieur de ça, un aspect observatoire, etc. Mais il y avait quand même beaucoup de levées de boucliers pour des gens du coin pour la simple et bonne raison qu'on disait que ce genre de projet-là, qui était contraire aux règles de la municipalité, qui avait déjà été établi par le comité, qui est responsable du zonage et autres, bien, ça fitait pas tellement le plan de ce coin-là. Et pour s'assurer que ça n'arrive pas, parce que vous le savez, si vous regardez une réunion du conseil de ville ici à la TVC Basse-Lièvre ou sur MaTV, le réseau MaTV, vous allez voir combien de fois, si vous êtes capable puis vous êtes assez endurant pour aller jusqu'au bout de la réunion du conseil, il y a beaucoup, mais beaucoup de résolutions pour mettre de côté, faire des bris à des règlements de zonage. Donc, on fait des petites entorses et ça se fait fréquemment. Des fois parce que quelqu'un a bâti quelque chose, peut-être un mètre plus proche de quelque chose qui n'était pas supposé, et pour légaliser le tout, ben, on va chercher un changement de zonage ou une espèce de petite entorse temporaire et qui est très, très spécifique. Alors, j'ai l'impression que la population du coin, dans le quartier du musée, s'est dit hey, est-ce que Brigil ne fera pas la même chose, ne viendra pas chercher ce genre de modification au zonage et autres. Alors, ils sont enlignés vers la citation patrimoniale parce que c'est vrai, et ça, j'embarque là-dedans, moi, il y a effectivement beaucoup d'immeubles patrimoniaux. Vous allez me dire, on a un petit peu ruiné
cet aspect-là de la rue Laurier, lorsqu'on a permis, par exemple, aux Sœurs Grises à l'époque de construire le gymnase tel qu'il a été construit en annexe à l'école secondaire Saint-Joseph, qui est un bijou d'édifice. Je suis d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus beau dans le quartier, là, je peux vous dire, mais c'est pas parce qu'on a fait une erreur une fois on doit nécessairement la multiplier. Mais ce qui m'a impressionné cet été, et c'était au mois d'août que ça se déroulait, on savait que ça s'en venait, puis il y a eu sûrement beaucoup de lobbying qui s'est fait de part et d'autre, là, des deux côtés de l'opinion, si on veut. Et c'était de voir la quantité de personnes qui étaient présentes, qui participaient, le nombre de conseillers qui ont fait des rencontres dans leur quartier parce que ça ne concernait pas que les gens du quartier du musée, ça concerne toute la ville, parce qu'il y avait quand même une question d'une possibilité de perception de taxes avec ce projet Brigil, des taux, d'aller chercher 8 millions de dollars en taxes. Alors, ça pouvait avoir un impact sur beaucoup de gens. Et dans ce contexte-là, ça interpellait bien les gens. Ce qui est ressorti, et moi, c'est la seule chose qui m'a frappée de cette réunion de conseil à laquelle je n'ai pas assisté en personne, mais que j'ai regardé religieusement du début à la fin, qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Je l'ai mentionné à la radio pour ceux qui écoutent mon commentaire, fait que si vous l'avez déjà entendu, vous allez voir que je radote, mais je trouve ça important de vous le dire ici en ondes à la TVC Basse-Lièvre, c'est que je trouve ça un petit peu indécent quand tu as un paquet de gens qui vont s'exprimer après que les membres du conseil ont fait une espèce de petit tour de table en début de réunion. Et les gens viennent s'adresser à vous, membres du conseil, pour dire voici ce qu'on pense sur le sujet, puis pourquoi vous devriez faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. Et ce qu'il y avait de triste, c'est que déjà tous les membres du conseil, ou presque, s'étaient prononcés et on savait exactement comment est-ce que le vote était pour aller. Alors j'ai trouvé que tous ceux qui sont venus au micro, y compris Gilles Desjardins, qui a mis toute son émotion, son cœur, puis il n'y a personne qui peut reprocher à Gilles Desjardins d'avoir notre région tatouée sur son cœur. Cet homme-là, depuis qu'il est tout petit, bâti ici parce qu'il aime notre région, il veut la voir grandir. Ceci étant, il ne faut pas personnaliser les dossiers. Il y a beaucoup de gens qui disent la citation patrimoniale n'empêche pas Gilles Desjardins puis le groupe Brigil d'aller faire ce projet-là, peut-être quelques rues plus basses, et ça serait tout aussi excitant, puis la vue ne serait pas si mauvaise non plus, parce que plus tu es haut, tu as la voie pareille, la rivière, puis tu vois très bien les édifices du Parlement, etc. Ceci étant, ça a été tout un exercice démocratique en termes de vie participative citoyenne. J'ai trouvé ça intéressant. Et les chialeux, comme j'ai lu à bien des endroits, malheureusement, vous étiez pas là ce soir-là. On n'a pas, à part des fois vous exprimer sur des réseaux comme Facebook, Twitter, si vous n'êtes pas prêt à faire plus que du chiolage de salon ou d'écran comme ça, ben des fois, là, c'est ceux qui se déplacent puis qui font beaucoup de vent, comme les gens qui étaient à ce conseil-là, qui vont finir par avoir gain de cause. Alors, c'est un petit conseil, mais ça montre que la participation citoyenne peut avoir un impact parce que beaucoup de conseillers, y compris ceux qui ne faisaient pas partie d'Action Gatineau, on savait que les gens d'Action Gatineau voteraient contre le projet Brigil pour la citation patrimoniale, mais ça prenait quand même des gens qui avaient été élus sans, on dit indépendant, là, puis vous allez, moi, je n'utiliserai plus jamais cette expression-là, des conseillers qui ont été élus sans bannière politique, sans parti politique. Alors, de me dire que c'est indépendant, c'est un peu réducteur pour ceux qui font partie d'un parti politique. Moi, j'ai fait partie de 2 partis politiques dans ma carrière et je me suis toujours sentie très à l'aise d'avoir mes propres opinions, puis des lignes de parti, là, j'en ai jamais eu à suivre, avec lesquelles je n'étais pas en accord. Fait que pour l'indépendance, on repassera. Il n'y a pas que ceux qui se font élire sans bannière politique là, qui sont capables d'être indépendants. Donc, mais ça prenait quand même de ces gens-là pour joindre le groupe d'Action Gatineau pour que une majorité s'installe, et c'est ce qui s'est produit. Une petite parenthèse, c'est que suite à tout ça, le maire de Gatineau, Maxime Padeneau-Jobin, a quand même perdu son président de comité exécutif, Gilles Desjardins, il pense à moi, Gilles Carpentier, qui, pour des raisons qu'il comprenait, il n'était pas sûr que son mandat était suffisamment clair.
J'ai trouvé un peu triste qu'il fasse ça après que toutes les grosses décisions se prennent, mais enfin, ça, c'est sa décision. Le maire devra décider quel genre de président de comité exécutif est-ce qu'il veut avoir. Il y a eu la question aussi très importante, on a eu encore des inondations, puis là, vous allez me dire, écoute, c'est pas du monde qui sont c'est pas du monde qui est installé sur le bord de la rivière Gatineau, là, qui ont été inondés, mais il y a eu des grosses pluies au mois de juillet. On va espérer que les dossiers se règlent plus rapidement. J'apprécie que la Ville fasse beaucoup de rencontres avec les citoyens des secteurs concernés, mais pour avoir parlé à plusieurs, je ne suis pas certaine qu'ils ont vraiment l'information de façon claire, nette et précise. Il y a encore beaucoup de gens dans les limbes, puis rien de pire que quand tu ne sais pas ce qui se passe avec ton logis, avec ton chez-toi, et ils ont subi de gros dommages avec les pluies diluviennes de juillet. Le dossier des déchets, ça l'a fait jaser et avec raison. Parfois, quand on se promène dans les rues de notre belle grande ville de Gatineau, on a l'impression que c'est un dépotoir à ciel ouvert. Moi, je dis aux gens, puis j'étais une de celles qui capotait un peu parce que je me dis, j'étais tellement habituée de voir mes déchets ramassés, mon recyclage. Ça m'a pris des années à m'aligner avec le recyclage. Là, on me parlait de compostage. Je vous dis, j'adore. Je fais du compostage j'ai ma belle petite boîte brune que la Ville m'a distribuée. Moi, je demeure en condo, donc je ne peux pas faire du compost comme les gens qui ont leur propriété, une cour arrière, etc. Mais ça fonctionne bien. Il y a des petits ajustements à faire. Il y a tout le temps des gens mal pensants qui vont essayer de profiter de situations, qui sont boqués, excusez l'expression, puis qui vont décider qu'ils n'en feront pas, puis qui vont aller mettre leur Christophe de déchets dans poubelles, puis dans container des autres. Mais j'ai l'impression qu'il y aura un réajustement, mais ça a crié. C'est allé aux barricades, puis encore une fois, le Conseil a de l'air de faire un peu d'écoute active à ce sujet-là et a décidé de revoir peut-être un peu la situation, surtout pour les encombrants, ce qu'on appelle les déchets encombrants, les grosses affaires là, que tu ne peux pas mettre dans la poubelle ou dans un container. On est habitué de les voir se faire ramasser, je pense, une fois par mois ou 2 fois par mois, puis maintenant on parle de 4 collectes par année. C'est tout un saut. Alors, on va espérer qu'ils vont voir la lumière là-dessus. Avant de partir, on s'était parlé de chicane fédérale, provinciale. Entre-temps, croyez-le ou non, on s'est acheté un pipeline gracieuseté du premier ministre du Canada parce que Kinder Morgan, qui avait Trans Mountain, vous vous rappellerez que l'Alberta et la Colombie-Britannique sont à couteau tiré sur le sujet. Le gouvernement fédéral a décidé de prendre la part de l'Alberta dans le dossier et d'aller de l'avant, d'acheter. Ils ont offert 4, quelques milliards de dollars à une compagnie américaine pour acheter un pipeline. Ça, c'est un gouvernement qui se dit très pro-environnemental. On saura y revenir dans les prochaines semaines parce qu'il y a un jugement d'une cour d'appel, de la Cour d'appel fédérale, un banc de 3 juges qui a dit au gouvernement, tu as fait ça tout croche, tu n'as pas fait de consultation solide et sérieuse avec les communautés autochtones du coin qui vont être pris avec tout ça. Alors, retourne faire tes devoirs. Alors, c'est revenu à l'étape. Fait que là, on a parti un pipeline qu'on ne peut pas nécessairement opérer. Plein d'autres chicanes comme ça, Trump, Trudeau, mais je vais y revenir dans le contexte de l'ALENA après la pause. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TVC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du Cœur des Vallées. Y en avait-tu des choses à discuter? Puis il y en a encore plein. Ça va être une saison, je pense, assez excitante. Merci. On se rappellera, avant qu'on quitte, lorsqu'on a terminé la 2e saison, je vous parlais de Trump, il y avait le sommet avec Kim Jong-un. Ça faisait toutes les tribunes. Qu'est-ce que le président américain faisait à essayer d'aller s'asseoir avec ce dictateur, despote, épouvantable, qui tue des centaines de milliers de personnes de son pays, la Corée du Nord. Mais sachez que, là, on dirait qu'on entend moins parler de la Corée du Nord. Là, c'est tout le Canada avec les États-Unis. On pensait, quand on est parti en vacances, là, Trudeau puis Trump, c'était les plus grands chums que la Terre n'a pas portés. C'était des grands amis, les tapes dans le dos, let's go. Là, j'ai plus l'impression que c'est Macron, peut-être moins. Je pense que Trump est un petit peu plus isolé.
Mais il y a eu le sommet du G7, vous vous rappellerez, ça s'en est ici au Canada, à Charlevoix, et ça a l'air que Trump, premièrement, qui a refusé de signer le communiqué de la fin conjoint entre tous les chefs du G7, des premiers dirigeants du G7, lui est parti, puis ça a l'air qu'il s'est insulté parce que quand Trudeau est allé au micro, il a dit quelque chose par rapport aux négociations concernant l'ALENA, ça a frustré Donald Trump, et là, on dirait que depuis ce moment bien particulier de juin, depuis ce temps-là, c'est l'enfer entre nos deux dirigeants. Il fallait évidemment qu'il y ait toute la question de la renégociation de l'ALENA. Les gens réalisent peut-être pas, mais Trump avait déjà donné une date butoir du 17 mai. Il fallait que tout se règle le 17 mai. Moi, je me souviens parce qu'on en avait parlé à l'époque. Et là, après ça, il y a eu tellement de reports de cette fameuse date-là. Fait que moi, tu sais, quand quelqu'un me dit toujours « Hey, là, t'es mieux de faire ça d'ici telle date. » Puis après ça, OK, d'ici telle date. Je prends ça avec un grain de sel. Tout ça pour dire qu'ils sont encore en négociation. Il y a eu des tarifs d'imposer et ça a parti un petit peu une petite guerre commerciale. Il y a des gros points qui restent à déterminer au niveau du renouvellement du traité de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Le Mexique, en passant, qui a accepté, mais qui avait peut-être moins de munitions pour dire non à Donald Trump et qui ont négocié, qui nous ont fait un petit coup par en arrière parce qu'ils disaient toujours qu'il n'y aurait pas d'entente si ce n'était pas entre les trois amigos, comme quoi en tout cas, la solidarité n'est pas forte au niveau des dirigeants de pays dans ces traités-là. De toute façon, moi, ces traités-là, ce pas des traités de chum, là, c'est des traités d'affaires. Puis en affaires, il n'y en a pas des amis, puis ça me le prouve encore une fois. Il faut aussi savoir que le Canada a quand même des intérêts extrêmement importants au niveau de l'ALENA. Il y a toute la question de la gestion de l'offre. Vous allez vous dire, c'est quoi ça? C'est une certaine garantie sur nos prix au niveau du lait. Notre industrie laitière est protégée. Arrêtez de me dire que c'est juste à cause du Québec que ça bloque l'ALENA. Pour la Saskatchewan, c'est aussi extrêmement important. Il y a beaucoup de fermiers dans l'Ouest aussi. On n'est pas les seuls producteurs de lait en passant au Canada. Alors, il y a beaucoup de provinces pour qui c'est extrêmement important ce concept. C'est une façon de dire aux États-Unis qui viendraient inonder notre marché, nos producteurs, nos fermiers, là, fermeraient les portes, ça ne prendrait pas de temps. Alors, si vous pensez que vous payez un petit peu plus cher votre lait, ce qui est argumentable, faites juste vous imaginer la journée où les Américains auraient pris contrôle de tout notre marché. On a déjà fait des concessions avec le traité de libre-échange avec l'Union européenne. Vous n'en savez même pas le quart parce qu'ils ne nous montrent jamais ces papiers-là puis ils ont tellement de réticence à le faire. C'est des grosses games à l'échelle internationale qui se font, mais il y a beaucoup d'enflure verbale aussi. Puis Trump, de l'enflure verbale, mettons que c'est sa spécialité. Le gouvernement Trudeau est resté assez calme pendant toute la durée. Là, je pense que Trudeau sent que la population s'est développée une petite hantise contre Donald Trump. Alors, va peut-être être un petit peu plus fanfaron. Il faut faire attention dans ces jeux-là, mon point de vue, parce que je pense que ça fait simplement continuer les chicanes. Il est bien mieux de rester dans son air d'aller et d'être ferme dans ses positions que de commencer à juste continuer l'enflure verbale à la Donald Trump, ce qui serait complètement ridicule. Il y a le mode de résolution des conflits aussi à établir, et ça a beaucoup d'incidences autant sur nous comme consommateurs canadiens que beaucoup de nos producteurs. Alors, prudence, je dirais, et la ministre Chrystia Freeland, qui est en charge un peu des négociations, il va falloir qu'elle continue de travailler de façon, je dirais, délicate, de la façon qu'elle le fait au moment de discussion, des négociations concernant l'ALENA. Mais c'est pas tout. Trudeau n'a pas juste des problèmes avec Trump. Trudeau, maintenant, a des problèmes majeurs avec le nouveau premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. On s'est laissé, il était en campagne électorale, les Ontariens, les libéraux qui géraient comme depuis des décennies en Ontario se sont fait pratiquement laver de la map. Ils n'ont même pas suffisamment, Mme Wynne n'a même pas réussi à faire élire suffisamment de députés
pour être un parti reconnu à l'Assemblée, à la législature ontarienne. Ça vous donne une bonne idée. Mais vous héritez d'un gars comme Doug Ford, donc qui n'avait pas nécessairement une grosse plateforme électorale, mais qui était un peu populiste. Et on sent que ce mouvement de populisme au Canada qui est en train de se développer. J'ai pas rien contre en passant, mais il faut faire attention, puis des fois, on hérite de choses, ben il faut faire avec, hein? Alors, des fois, il faut voir quel genre de populisme. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Dans mon livre à moi, il y a une différence entre travailler pour le peuple, donc être populaire, puis de travailler juste pour dire des affaires, puis après ça, faire juste à sa tête. Le problème de Doug Ford, c'est quand il est arrivé au pouvoir, il avait tenté, lui, de se faire élire comme maire de Toronto, puis il a développé une espèce de petite haine envers la ville de Toronto. Il a passé une loi ultra rapidement. Écoutez, il a été élu en juin, puis pendant l'été, il a eu le temps de faire adopter une loi qui réduisait, alors que les Ontariens, toutes les municipalités, comme nous, on a eu des élections l'année passée, les municipalités, les villes en Ontario sont toutes en élection, et je pense que c'est le 22 octobre que les élections auront lieu. Et Doug Ford décide qu'il coupe le conseil municipal de Toronto, qui est la plus grande ville. Il y a des millions de personnes qui résident à Toronto. Il coupe le conseil municipal. À tort ou à raison, bien des gens vont dire « on s'en s'actue, c'est rien que des politiciens. » Grand bien vous fasse, mais quand tu prends des décisions comme ça qui ne sont pas réfléchies, qui sont là juste un petit peu parce que tu es en chicane avec du monde, bien, d'un autre côté, les provinces sont rois et maîtres des municipalités et des villes. En tout respect pour les municipalités et les villes, la Constitution, au moment où on se parle, la Constitution canadienne, c'est ça qu'elle dit. Alors, si une province veut fusionner, on l'a tous vécu ici au Québec, si une province veut décider... Mais il y a quand même une forme à suivre, il y a quand même un certain processus à suivre. Ça a été contesté devant les tribunaux et Doug Ford a perdu il y a une semaine ou deux. Et ce que le juge lui dit, c'est pas « t'as pas le droit de faire ça ». Au contraire, elle répète ce que je vous dis là, que les provinces sont rois et maîtres ou reines et maîtres des villes et municipalités, mais dit le timing que tu l'as fait, c'est-à-dire au moment où il y a déjà des gens qui sont dans le processus électoral, ils se sont présentés comme candidats. La population pensait que son district, son quartier, c'était un tel. Tu viens tout chambarder ça pendant que le processus est déjà enclenché. Tu as un problème. Alors, ça, c'est... Et qu'est-ce qu'il a décidé de faire, le génial Doug Ford? Mais quand tu lis des espèces de Yahoo comme lui, c'est ça que ça apporte. Bien, il a décidé d'utiliser, imaginez-le, la clause non-obstant. Oui, la clause non-obstant, la clause dérogatoire existe dans la Constitution canadienne. J'ai pas de problème avec ça. Oui, elle existe. J'en ai un problème parce que c'est comme dire, voici, on est tous égaux, mais peut-être que si ça ne me tente plus que tu sois égal à moi, je vais t'enlever tes droits parce que j'ai le droit en vertu de l'article 33 de la Constitution canadienne, de la Charte des droits et libertés canadiennes. C'est un peu ça que Doug Ford est en train de faire. Vous allez dire, ah, ça concerne juste un conseil municipal? Grand bien vous fasse. Mais quand on aura une espèce de bizarre d'extrême droite qui n'aime pas les femmes, ou qui n'aime pas les gays, ou qui n'aime pas les personnes de couleur, ou qui n'aime pas ci, ou qui n'aime pas ça, puis qui décidera, qui adopte une loi, puis qu'une cour, il dit, t'es dans le œil, t'as le doigt rentré jusqu'au fond de l'œil, puis qui décide d'utiliser la clause non-obstant, la clause dérogatoire, vous saurez m'en reparler. Il faut qu'on se défende contre ça, bec et ongle, par principe, parce qu'on y croit à la Constitution. Même le Québec, avec l'arrêt Jordan, qui était concernant les délais pour les procès criminels, a pensé à la possibilité de mettre en application la clause dérogatoire et s'est dit non. On va mieux faire les choses et c'est ce que Doug Ford, à mon point de vue, aurait dû faire. Aurait dû dire, OK, on retourne à notre planche à dessin, faites votre élection et dans le cours de ce mandat, vous pouvez être certain qu'on va s'assurer de revoir la situation. Mais de dire que lui est plus fort parce qu'il est élu qu'un juge d'une cour de justice qui n'est pas élu, je veux bien, sauf que lui n'est pas à la merci de seulement 30% des gens qui l'auront élu. Et il est nommé à vie, ce qui fait qu'il est redevable à personne. Je parle du juge. Il y a deux... Tu sais, la démocratie canadienne a plusieurs volets et un de ces volets-là, c'est le pouvoir judiciaire. Il y a le politique d'impliquer, il y a l'exécutif. Alors, tout ça là, a son importance dans une démocratie et Doug Ford est en train de cracher dessus
Et ce qui m'a hautement surpris, c'était de voir le silence. Mais le silence, fiez-vous pas au titre qu'on a pu voir, je pense, jeudi dans le droit, que Trudeau était pour se battre pour la Charte. C'était presque le silence de la part du gouvernement libéral fédéral qui se targue d'être le parti qui défend la Charte des droits, le parti qui l'a créé, cette Charte-là. Mon œil, parce qu'il y a eu tellement peur de créer des frictions, j'ai comme l'impression, sauf que là, il se trouvait en caucus, puis il a décidé, je suis peut-être mieux d'aller défendre la Charte, puis il commençait à se le faire reprocher. Fait que là, il a décidé qu'il va aller défendre la Charte. Grand bien y fasse. Entre-temps, il y a évidemment Maxime Bernier qui a quitté les conservateurs. Je saurai y revenir dans les prochaines semaines. Moi, je donne tellement pas de crédibilité à Maxime Bernier, parce que cette personne-là qui aurait pu faire tellement de choses, et quand je siégeais, moi, au Parlement, je ne l'entendais même pas. Alors, de croire que cette personne-là, lui, tout ce qu'il veut, c'est capitaliser sur les déçus de la politique, les frustrés de la politique. Et ça, mesdames et messieurs qui m'écoutez, moi, là, ça fait pas un parti fort, ça fait rien que des chialeux. Puis chialer, c'est le fun, puis ça fait du bien, puis c'est une bonne thérapie. Mais il faut encore être constructif à certains égards. Puis à ce niveau-là, mettons que je suis un peu sceptique dans son cas à lui. Les Ontariens ont eu leur élection. Ben nous aussi, on a notre campagne électorale au Québec. Je le dis souvent, puis il y en a qui me trouvent pas fine de le dire. Je trouve pas que c'est la campagne électorale la plus excitante, autre que on va peut-être voir un résultat différent pour la première fois dans presque 15 ans. Outre le 18 mois de Pauline Marois, on sent une espèce de vent de changement. On sent en tout cas une coalition Avenir Québec, qui est en avant d'ailleurs dans les sondages, et très en avant au niveau du vote francophone. On va voir si ça tient la route jusqu'à la fin. Au moment où je vous parle, ce soir, après l'enregistrement de cette émission, il y aura le premier débat des chefs que je vais certainement regarder. J'aurai l'occasion de vous en rejaser. Mais à date, après avoir eu beaucoup d'attaques de part et d'autre, François Legault et la coalition Avenir Québec continuent quand même d'être en avant assez confortablement dans les sondages. Et pour la première fois, je vais féliciter François Legault parce qu'il nous a mis quand même, on a des candidats qui sont quand même valables dans la région et qui se méritent peut-être d'être regardés un petit peu plus attentivement. C'est ce que je vais faire, mais au moins ça fait une vraie course. Alors, on verra ça la semaine prochaine. Boivin dit plus rien.